Je préviens les orateurs, vous entendrez, si vous dépassez votre temps de parole, une petite musique qui va durer 5 secondes et qui vous rappellera à l'ordre, si je puis dire. Merci. Soyez plus fort. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les académiciens, mon général, on s'était déjà vu il y a quelques mois, là, je vous avais présenté le rapport de l'AFC, je pense que vous vous en souvenez, et aujourd'hui je vous présente une étude qui est complémentaire parce qu'elle a été faite en même temps que ce rapport de l'AFC sur des items légèrement différents mais qui traitent d'un sujet commun qui est la formation, l'intérêt et les compétences des chirurgiens français pour la traumatologie viscérale. En préambule, ce qu'on peut dire globalement, c'est que depuis les attentats, on a bien compris que tout le monde peut être impacté par, en tout cas un patient victime d'une plaie balistique par arme de guerre, c'est pas l'apanage des trauma centers, et ça je pense qu'on l'a bien compris. Après les attentats, on se souvient aussi que les agences régionales de santé avaient appliqué à la demande du ministère de la Santé un plan de formation HC général pour toutes les équipes qui touchaient les réanimateurs, les paramédicaux, mais aussi les chirurgiens, et ça on l'a évalué dans l'enquête, je vais vous montrer. Et enfin, dans les suites des attentats, on a aussi vu de nombreuses publications et recommandations sortir des sociétés savantes. J'en ai retenu quelques-unes, notamment le Memento, la d'agression collective par arme de guerre, mais aussi le journal, le numéro dédié du journal de chirurgie viscérale. Donc il y a eu beaucoup de publications. L'an dernier est sorti donc l'enquête de l'AFC, donc avec le rapport de l'AFC, et puis ce qui en est ressorti de façon assez consensuelle, c'est que les chirurgiens ne sont pas assez formés à la traumatologie et réclament une formation. C'est ce qui avait été publié dans le quotidien du médecin. Alors, l'objectif de l'étude que je vous présente aujourd'hui, elle est donc dans le même sens que le rapport de l'AFC, avec certains items en plus que je vais vous détailler. L'objectif principal, c'était d'évaluer l'intérêt des chirurgiens pour la traumatologie viscérale, leurs compétences, mais aussi leur activité, ça c'est un petit peu plus sensible, savoir ce qu'ils font vraiment au quotidien. En termes de matériel et méthode, on a bien sûr utilisé une enquête de type enquête postale avec des questionnaires qui étaient envoyés soit par SMS, soit par mail, selon les listings des collèges de spécialité, notamment le collège de chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire, l'urologie et la chirurgie cardiaque qu'on avait sollicité. En termes de définition, on entend par traumatologie viscérale l'ensemble des lésions potentiellement hémorragiques, qu'elles soient en gros les lésions du tronc et des zones jonctionnelles, l'aine et le scarpa, et le creux axillaire, la base du cou aussi. Donc c'est toutes les lésions potentiellement hémorragiques, et donc ça regroupe toutes les spécialités, comme disait le général Ponce. En termes de damage control, je pense que là j'ai pas besoin de rappeler que maintenant le damage control c'est un ensemble de gestes qui sont dédiés à la prise en charge de ces traumatismes hémorragiques. On a quand même restreint les gestes à ce qui avait été publié en 2015 dans le Journal of Trauma. Je vous rappelle que cette étude, on l'a longtemps attendue, l'étude de Roberts là, qui nous dit exactement ce qu'on peut faire et pourquoi on le fait et est-ce que ça rentre dans le damage control. Et cette étude, comme vous voyez, elle traite du thorax, de l'abdomen, du pelvis et des gros vaisseaux. Donc finalement, elle résume assez bien le champ du damage control chirurgical, et c'est ce papier qui nous a servi de base pour demander aux gens est-ce que vous avez fait par exemple une laparotomie écourtée, est-ce que vous avez fait un packing du foie. Donc on a repris chaque item de l'étude pour leur demander s'ils l'avaient fait, vu ou fait ou plusieurs fois. En termes de résultats, on va commencer par, je vais vous présenter la cohorte. Donc, on a eu 682 réponses. Sur les 682, 60 questionnaires n'étaient pas suffisamment exhaustifs, en tout cas mal remplis, et donc n'ont pas été retenus. Vous voyez qu'il y a une grande majorité de chirurgiens seniors, pour la moitié, puis des chefs de clinique, et enfin des internes qui ont répondu, à hauteur de, on va dire, un quart de la population pour chacun. On a réussi à avoir l'avis de 42 chirurgiens militaires. En termes de spécialité chirurgicale, c'est essentiellement les viscéraux qui sont représentés pour 44% de la cohorte, mais aussi les thoraciques plus ou moins vasculaires, ça on ne sait jamais trop, les vasculaires purs pour 20% de la cohorte, et enfin quelques urologues, 8%, et quelques chirurgiens cardiaques qui ont répondu. Ces chirurgiens qui ont répondu, dans la grande majorité, ils travaillent dans les CHU, pour 56%, mais aussi dans les centres, dans les hôpitaux donc régionaux, en clinique pour certains, assez bizarrement ils ont répondu. Et enfin, 77% des chirurgiens qui ont répondu à la cohorte prennent en charge des polytraumatisés, donc on est quand même dans le... il y a quand même 30% qui n'en prennent pas, mais qui ont quand même répondu parce que peut-être qu'ils ont senti que ça les concernait aussi.
50%, donc la moitié de la cohorte, travaille dans un trauma center, donc un centre dédié à la prise en charge des traumatisés graves. Quand on regarde, alors je vous rappelle que c'est une enquête postale, donc les chirurgiens, on leur demande de s'auto-évaluer. Hein, c'est pas une grille où c'est moi qui les évalue, non, c'est eux qui s'auto-évaluent. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous vous intéressez à la traumatologie viscérale comme je vous l'ai défini, eh bien la réponse majoritairement elle est oui, puisque en gros le score médian c'est 8 sur 10 avec des petites variations inter-spécialités, mais globalement tout le monde a compris et tout le monde s'intéresse à la traumatologie viscérale. Quand on prend que les chirurgiens qui travaillent dans les trauma centers, là, ils ont un petit peu plus d'intérêt quand même, ils s'intéressent un petit peu plus. On peut retenir 4 critères qui sont significativement associés à des scores élevés d'intérêt en traumatologie viscérale. C'est les internes, ça les concerne beaucoup, les chirurgiens digestifs, les militaires et enfin ceux qui travaillent dans les trauma centers. Globalement, c'est assez cohérent. En tout cas, on aurait été surpris que les gens qui ne travaillent pas en trauma center s'intéressent plus à la traumatologie que les gens qui travaillent en clinique. Globalement, donc, ce qu'on peut retenir, c'est fort intérêt pour la traumatologie viscérale, peu de variations interspécialités. Quand on s'intéresse maintenant aux connaissances sur les indications du damage control, c'est-à-dire je reçois un patient polytraumatisé, est-ce qu'il a les critères pour que je lui fasse du damage control? Est-ce que je connais les critères de damage control? Là, le score tombe à 6,6 sur 10 en moyenne, avec des variations en fonction du statut, c'est-à-dire que les internes et les chefs de clinique sont plus sensibles que leurs aînés aux critères qui imposent un damage control, qu'il soit physiologique ou collectif. Et les chirurgiens seniors, quant à eux, ont des scores moins importants, ils savent moins, ou en tout cas, ils sont peut-être plus conscients de leurs limites aussi, mais en tout cas, leur score en termes de compétences sur les indications du damage control est moins élevé. On peut retenir 2 critères qui sont significativement associés à des scores élevés sur les indications, la connaissance des indications du damage control, c'est être un chirurgien digestif et être militaire. C'est-à-dire que si je tire au hasard un chirurgien digestif, j'ai beaucoup plus de chances qu'il soit compétent en matière de damage control que si je tire au hasard un chirurgien cardiaque. Vous voyez que les chirurgiens cardiaques ne sont pas les moins compétents, puisque les urologues ont déclaré des scores qui sont de 5,8, donc qui sont les plus bas de la cohorte. Maintenant que j'ai identifié le patient à qui je vais faire du damage control, est-ce que je sais faire le damage control? Je sais qu'il faut le faire, mais est-ce que je sais le faire? C'est la question qu'on leur a posée. Et là encore, le score baisse, puisqu'on est passé de 6,6 à 6,2 de moyenne, sans qu'il y ait réellement de différence entre les internes, les seniors et les chefs de clinique. Ils sont tous relativement conscients qu'ils ne savent pas bien faire les techniques de damage control chirurgical. Et là encore, bizarrement, les gens qui travaillent dans les trauma centers de niveau 1, ce qui est marqué TC1 sur le tableau, eh bien, ne sortent pas comme étant plus compétents que les autres. Si on fait une analyse univariée de ces différents critères, on voit que les 2 qui ressortent, c'est être chirurgien digestif et être militaire de la même façon que pour les indications. Les techniques sont mieux connues par les chirurgiens digestifs et par les militaires. Toutes les autres items ne sont pas significativement associés à des scores élevés dans ce domaine. Alors c'est là où ça devient intéressant, on leur a demandé, oui, vous savez faire, ou manifestement pas très bien, mais est-ce que vous faites réellement? C'est ça la question, pour un chirurgien, ça reste quand même la question un petit peu sensible. Et donc on a créé un score, qu'on a appelé le score de pratique clinique, où on leur a demandé pour chaque item de l'étude que je vous ai présentée dans les matériels et méthodes, on leur a dit, voilà, est-ce que vous avez déjà fait une laparotomie écourtée? Est-ce que vous l'avez jamais fait, vu ou fait 1 à 5 fois, ou vu ou fait plus de 5 fois? Et tout ça pour l'ensemble des items du damage control, ça va de la tractotomie à la suture cardiaque en passant par la DPC d'hémostase, parce que ça existe dans ces critères-là et ça a été retenu. Et finalement, on s'aperçoit que on l'a pondéré ensuite pour avoir un score sur 100, et le score moyen d'activité clinique, eh bien, c'est 33 sur 100 avec l'intercatile range qui est pas très large autour. Donc globalement, les chirurgiens, si on fait la moyenne 33, il y a une déviation de la courbe de Gauss vers la gauche de la courbe, et donc on n'est pas très donc on n'en fait quand même pas beaucoup, hein, même globalement, même si les gens sont compétents, ils n'en font pas beaucoup.
Ce qui est corrélé, par contre, quelque chose qui était très intéressant quand on leur a demandé ça, c'est qu'il y a une vraie corrélation. Quelqu'un qui nous dit « je suis compétent », souvent il déclare qu'il en fait beaucoup. Donc ça nous donne quand même une indication, c'est qu'ils sont relativement honnêtes quand ils déclarent qu'ils savent ou quand ils déclarent qu'ils ne savent pas. Puisqu'il y a une corrélation au niveau des connaissances, des indications du damage control, mais aussi sur les connaissances des techniques. Donc globalement, les gens qui déclarent beaucoup de pratiques savent mieux, et ça c'est quand même un critère de qualité. Ce qu'on peut retenir sur ce score d'activité clinique, c'est que là encore, on a un critère de qualité qui est intéressant, c'est la boîte à moustache là, de la partie gauche, qui nous dit que quand on travaille dans un trauma center, on fait plus d'activités de traumatologie, et c'est significatif. Alors vous voyez que tout en haut de la courbe, il y a quand même des gens qui déclarent des scores à 100. Hein. Alors on a considéré bien sûr que c'était quand même des données qui paraissaient soit suspectes, soit erronées, donc on ne les a pas comptées. Mais il y a quand même des gens qui manifestement en France font beaucoup de damage control. Quand on compare les populations des militaires et des civils, là encore on se rend compte à quel point les opérations extérieures sont vectrices et sont pourvoyeuses de pathologies graves pour lesquelles on fait beaucoup de damage control, parce que là il y a une vraie différence significative entre les scores d'activité clinique déclarés par les militaires et les scores d'activité clinique déclarés par les civils, alors que tous les chirurgiens militaires ne travaillent pas en trauma center en France. Donc on sent quand même qu'il y a un vrai impact de l'activité en opération extérieure et que ça forge un petit peu nos chirurgiens. Ensuite, on leur a demandé, et c'est les derniers items qu'on leur a demandé, qu'est-ce que vous avez fait pour vous former? Est-ce que vous avez des formations complémentaires en dehors du DESC? Alors, ils nous répondent tous qu'ils ont assisté au cours du DESC, mais on sait que le cours du DESC, en fonction des régions, il n'y a pas de cours nationaux des DESC. En général, c'est plutôt des cours régionaux, et c'est une après-midi pendant toute la durée du DESC. Cependant, au moins 23% ont fait au moins un DU en plus, centré sur la traumatologie viscérale, avec des très grandes variations interspécialités. C'est plutôt les urologues qui se sont beaucoup formés, en tout cas ils l'ont déclaré, et sans surprise, c'est le diplôme interuniversitaire de traumatologie viscérale qui est le plus représenté au sein de ces formations. Ensuite, c'est l'ATLS, qui, je vous rappelle, l'Advanced Trauma Life Support, qui n'est pas réellement centré sur le damage control, c'est plus la prise en charge globale du patient traumatisé, mais on leur avait quand même demandé. Enfin, le DSTC, le Definitive Surgical Trauma Care, qui là est un condensé en fait du DU de traumato-viscéral, et enfin l'ACET qui permet d'apprendre à faire les voies d'abord pour l'hémostase. Quelque chose qui doit quand même vous interpeller sur cette diapositive, c'est que la formation de l'ARS mise en place après les attentats de Paris n'a été suivie que par moins de 20% des chirurgiens qui ont répondu au questionnaire. Alors qu'ils sont déjà intéressés, ils sont donc sensibles et sensibilisés à ce problème de traumatologie, mais ils n'ont pas suivi la formation mise en place post-attentat, et ça doit quand même interpeller. Alors, même si les résultats de l'enquête, ils nécessitent pas de beaucoup de discussions, c'est plus un constat, c'est plus une photographie. Je vous ai quand même relevé certains points que j'ai retenus. La première chose, c'est qu'on a tous pris conscience que la menace terroriste impacte tous les chirurgiens et pas seulement ceux qui travaillent en trauma center. On a un retour d'expérience de l'hôpital pédiatrique de Lanval, donc sur la sur la promenade des Anglais, qui nous a bien fait comprendre que eux, même si c'est pas leur métier, ils ont pris en charge ce type de patients. On sait qu'à Saint-Louis, ils ont été impactés directement dans les premières minutes qu'on suivait l'attentat, et je pense que ça, c'est un message qui est bien passé. On est d'accord, il faut apprendre à faire de la traumatologie viscérale. Concernant les compétences et les activités, on peut dire en synthèse que globalement, c'est un niveau qui est moyen ou faible, que les mieux représentés dans le domaine sont quand même les chirurgiens digestifs qui s'y intéressent un peu plus que les autres, et les chirurgiens militaires par essence probablement. Et que ce score de 6 sur 10 sur les connaissances de la traumatologie et du damage control, il est probablement surévalué, parce que quand on voit le score de pratique clinique, finalement quand on a un score de pratique clinique à 33, on a probablement une mauvaise évaluation de nos compétences. On surévalue probablement notre savoir-faire. Ça peut s'expliquer en regard de l'actualité pas forcément récente et de l'évolution de la traumatologie. C'est globalement, il y a une surreprésentation des traitements non opératoires. On opère de moins en moins les patients pour la traumatologie viscérale. Il est certain que les techniques de réanimation de type damage control resuscitation ont, là encore, baissé le nombre de patients qui vont justifier une chirurgie de type damage control. On repasse sur des chirurgies de traumatologie basiques, et que ça a dû impacter en partie l'activité des chirurgiens qui ont répondu à l'enquête.
Autre chose qui est quand même assez intéressant dans cette étude, c'est que, je vous l'ai dit, 77% des répondeurs déclarent s'occuper des polytraumatisés, alors que 47 travaillent dans un trauma center de niveau 1. On a un problème de réseau, et ça a été bien sûr mis en avant en 2018 par cet article qui fait une très bonne synthèse de ce qu'il nous reste à faire, peut-être de la Société française de chirurgie d'urgence, c'est-à-dire mettre en place un système de réseau pour la traumato en tout cas plus organisé. Je ne me reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas revenir sur la formation puisque le professeur Ponce l'a un petit peu abordé. On a des problèmes de filiarisation très précoce. La FST, pour l'instant, elle est en place, mais elle n'a pas encore pris totalement son essor, et donc on est confronté à un problème de rattrapage de cette formation. Les limites de ce que je vous ai présenté, elles sont évidentes. C'est un questionnaire, c'est une enquête postale où on s'auto-évalue avec toutes les limites que ça génère, et puis qu'on a des groupes qui sont totalement inhomogènes. C'est une population non sélectionnée de chirurgiens qui ont répondu. En conclusion, je vous remercie de votre attention. Les données de cette étude, elles ont intéressé nos camarades anglo-saxons puisqu'on les a publiées là, cette année dans le Journal of Trauma, qui est actuellement le journal référencé avec le plus gros impact factor en traumatologie. Je vous remercie de votre attention. Bravo pour cette communication et pour cet article accepté en Journal of Trauma qui est effectivement la référence. Est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée ? Monsieur le secrétaire. Oui, vous l'avez un peu évoqué. Alors finalement, il y a trop de centres en France, pas assez. Enfin, comment vous voyez les choses? Parce que vous dites qu'il y a eu un article de la Star sur le sujet. Enfin, quelle serait en fait la bonne organisation d'après vous? Alors, il y a des régions qui sont bien organisées, puis où ça pose pas de problème. C'est les Alpes, c'est la région parisienne. Et puis, il y a des régions qui sont quand même beaucoup plus, en tout cas, moins organisées, où les centres n'ont pas été identifiés comme étant soit de niveau 1, 2 ou 3 en fonction de leurs équipements, de ce qu'ils sont capables de prendre en charge. Les réseaux, avec les transferts vers les structures principales et les trauma centers de niveau 1, sont pas forcément très au point. Les trauma centers de niveau 1 sont pas forcément identifiés. Et globalement, je crois que c'est une grosse partie du problème vient de là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à flécher le traumatisé sévère qui a des signes de choc hémorragique d'emblée, même sur du trauma fermé. Bien sûr, là on parle de trauma ouvert, mais le trauma fermé, c'est exactement le même problème, vers des centres ou des structures où le réseau existe. Et on sait que, là je vous l'ai mis juste ici, là un petit peu plus en bas, on sait que l'organisation en trauma center a une conséquence directe sur la mortalité des traumatisés graves, et donc les anglo-saxons ils sont venus plus vite que nous, notamment aux États-Unis, mais on sait qu'en France ça reste à faire. Alors je n'ai pas les suites de cet article, je ne sais pas ce qui a été fait depuis, Paul peut peut-être en parler puisqu'il est co-auteur, mais disons que ça reste un travail important à faire dans ce sens. Vous voulez dire un mot ? Je parlerai de cette question des réseaux dans ma présentation, donc on va peut-être pas trop s'étendre tout de suite là-dessus. J'ai une question pour toi. Je connais la difficulté d'un tel questionnaire, puisque j'avais fait celui pour l'AFC. Ton taux de réponse a été de combien? Est-ce que tu te souviens combien tu en... Non, on n'a pas le taux de réponse parce qu'en fait, les collèges ne nous ont pas donné les populations de chirurgiens et les mailing lists. En fait, sont pas exhaustifs. En fait, c'est-à-dire qu'ils transfèrent, mais en fait, on n'a pas l'info sur le nombre potentiel de chirurgiens qui seraient amenés à répondre au questionnaire. Donc, j'ai pas le taux de réponse. Après, j'ai un petit commentaire concernant les résultats. On a vu qu'effectivement, les deux catégories professionnelles qui étaient plus intéressées étaient les chirurgiens digestifs et les militaires. Bon, les militaires, on comprend bien pourquoi. Les digestifs, je pense que c'est parce que là encore, ce sont eux qui sont sur les tours de garde en première ligne dans le cadre de la permanence des soins. C'est quelque chose qui peut être amené à discuter à terme avec les formations qu'on va proposer. Je suis surpris du résultat concernant les urologues. Est-ce que tu as regardé pour les urologues militaires précisément s'ils avaient aussi eux un score à 6,6?
Alors c'est une bonne question, mais nos urologues militaires, c'est une toute petite population et je ne les ai pas sous-sélectionnés parce que je pense que ce ne serait pas... C'est pour nous. Mais par contre, je pense que je peux te donner les chiffres. Les petits objectifs, notamment. Oui, Oui, je voulais d'abord remercier nos collègues militaires parce que c'est moi qui ai coordonné le numéro de chirurgie viscérale que vous avez gentiment aidé à faire. Mais je voudrais faire un commentaire qui n'apparaît pas, qui justement à propos du traumatisme, c'est que il y a le traumatisme multiple qui pose un problème, et le traumatisme de l'individu unique dans une situation. Vous avez bien cité que c'est Grenoble et Paris. Pourquoi c'est Grenoble et Paris? Parce qu'à Grenoble, il y a les accidents de montagne qui sont un pourvoyeur essentiel de polytraumatisme, et qu'à Paris, il y a la vie parisienne et les traumatismes. Et donc, je voulais faire le commentaire suivant, si vous voulez, c'est que je crois, vous l'avez dit, il y a le traumatisme ouvert et fermé, c'est pas du tout la même ambiance. Et puis vous avez oublié, ça m'a toujours choqué dans ce rapport, vous avez oublié la tête. Parce que quand l'individu a également un trauma crânien, et quand on est notamment à Grenoble dans le service de réanimation de neurochirurgie, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Et le chirurgien viscéral qui est appelé auprès d'un coma, qui notamment avait un hématome crânien avec des électrodes partout, etc., c'est un contexte et un raisonnement qui est totalement différent et l'implication n'est pas la même. Alors ça, c'était pas l'objet de votre enquête, mais je veux dire, c'est donc un abord, si vous voulez, qu'on résume souvent de façon globale en prenant les attentats qu'on a eus en France. En fait, le polytraumatisé en France est réparti de façon extrêmement multiple, entre le traumatisme ouvert, le traumatisme vervé, avec ce trauma crânien, sans trauma crânien, en coma, pas en coma, et je crois que c'est pas du tout la même ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en fait, je pense qu'on est typiquement dans un conditionnement. Et mon conditionnement à moi, c'est d'être militaire. Et en opération extérieure, quand on est en antenne à deux, au milieu de l'Afrique, eh bien, on se répartit les tâches. Et tout ce qui saigne, c'est le viscéral, et tout ce qui saigne pas, en gros, c'est l'orthopédiste, enfin, pour être un petit peu caricatural. C'est-à-dire que la tête, c'est plutôt du domaine de l'orthopédiste. Les craniectomies de décompression, c'est eux qui le font. Et moi, j'ai toujours eu la conviction qu'un trauma crânien, ça peut attendre. Par rapport à une plaie jonctionnelle qui saigne beaucoup. Je vais vous dire une chose, moi j'ai fait beaucoup de traumatologie de montagne. Quand vous êtes décroché d'une falaise et que vous êtes tombé sur la tête et que vous avez un sous-dural et en même temps un extradural, si on ne met pas tout de suite, on ne vous draine pas la tête et qu'on ne vous met pas des électrodes et qu'on ne met pas en réa, et je parle du centre de Grenoble que je connais bien, ben vous n'avez aucune chance qu'on vous opère même de votre ventre. Donc non, oui, enfin il y a de l'embarrure sans embarrure, il y a des gestes, le drainage en urgence de l'hématome intracrânien est un geste majeur et on ne les voit pas en traumatisme. C'est pas tout à fait pareil en traumatologie de guerre. Sachant que le président reprend la main. Poursuivez, monsieur, répondez, n'ayez pas peur, détendez-vous et donnez-nous la position des militaires. Voilà, de la discussion, mais toujours le génie et la lumière. Allez-y, monsieur, poursuivez. Je pense que je vous rejoins complètement. Je vous rejoins complètement sur le fait que c'est pas les mêmes malades. On leur fait pas d'hypotension permissive. Ça change la réanimation, ça les fait ressaigner. Et le cas particulier de l'hématome extradural, c'est vraiment typiquement le patient, en effet, qui ne peut pas attendre. À titre personnel, j'ai plus eu des plaies crânio-encéphaliques qui, pour le coup, tolèrent 2 à 3 heures de battement avant qu'il y ait l'œdème cérébral qui engage et qui nous impose de faire une craniectomie de décompression. Donc finalement, peut-être qu'en effet, c'est un petit peu difficile de faire un lot commun du patient traumatisé et qu'il y a un petit peu de finesse quand même à avoir là-dedans, et je vous rejoins complètement là-dessus. Oui, je crois que pour faire une précision sur les militaires, nous on enseigne à nos jeunes chirurgiens de la craniectomie. La question toujours, est-ce que ça doit être le viscéraliste ou l'orthopédiste qui font, généralement on le fait ensemble, mais est-ce qu'on pourrait faire en France une craniectomie ou même un parage d'une plaie crânio-cérébrale par un neurochirurgien? J'en suis pas sûr. C'est la raison pour laquelle c'est un problème qui est un petit peu à part. Oui, Gérard Pascal. Écoutez, j'ai déjà entendu France, pas en France. Et ça d'abord, merci pour votre présentation qui était excellente. J'ai entendu là, en France, pas en France. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu en tant que chirurgien humanitaire, qui était confronté à des contextes de guerre. C'est-à-dire que je pense que les problématiques sont extrêmement différentes selon qu'on les aborde quand on est à Paris, in Paris, ou dans des contextes de guerre qui ne sont pas en France, qui sont dans des contextes plus précaires. Je pense qu'on n'a pas forcément la même approche sur la prise en charge du trauma crânien associé, etc. Donc je crois que ce que je dirais dans ce type de présentation, c'est que vraiment, il faut parfaitement
préciser les conditions, les lieux dans lesquels on exerce, parce que c'est fondamentalement différent. Je pourrais en parler des heures, je crois qu'on arrête là, parce que ça c'est un premier point. Le deuxième point qui va peut-être rejoindre l'ensemble des présentations d'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est que donc vous avez abordé la formation, la compétence des chirurgiens face au traumatisme, on dira, face au traumatisme de guerre, pour être un petit peu, voilà, et notamment face au damage center, damage control. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf que, alors peut-être on va en parler après, je ne sais pas, mais en amont de tout ça, dans la formation, moi en tant que chirurgien viscéral, c'est vrai que probablement je me suis senti plus à l'aise sur des contextes, bon, qui n'étaient pas en France, sur des contextes comme ça, parce que j'étais chirurgien viscéral, c'est vrai. Mais par contre, là où je ne me suis pas du tout senti à l'aise, c'était dans le tri. C'est-à-dire que je pense que dans la formation doit être intégré en amont le tri. C'est pas que des urgentistes, ce sont des chirurgiens qui ont besoin d'être formés. Et ça, si vous voulez, je trouve que ça ne ressort pas assez des papiers qui sortent. Et il y en a de plus en plus maintenant qui sont très intéressants. Donc j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus parce qu'il y a peut-être des choses qui depuis m'ont échappé. Il y a peut-être des formations. Il y avait le Pharo à Marseille qui était un truc formidable pour former les chirurgiens à ces contextes dans lesquels il y avait un volet de formation, tri, etc., selon les critères du CICR, etc., etc. Donc j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus, d'une part sur la distinction entre les contextes et d'autre part sur le tri, où là vraiment le chirurgien, quelle que soit notre spécialité, on est souvent très désarmé. Très rapidement, parce que le temps avance, mais le tri, enfin on connaît un petit peu, mais c'est... Sur les contextes, je vous rejoins complètement, on ne prend pas du tout en charge de la même façon quelqu'un, quand on est isolé au fin fond de l'Afrique, et quand on est au Trauma Center à Percy, on est bien d'accord que les moyens sont différents, l'ambiance, enfin tout est différent, et que on arrive quand même, le SSA arrive quand même à importer dans les antennes chirurgicales le niveau de soins qu'on fait dans les trauma centers français. Donc c'est possible pour une population ultra sélectionnée, des soldats de la coalition le plus souvent, dans des conditions ultra précises. Je vous rejoins complètement là-dessus. Concernant maintenant l'autre volet que vous avez abordé sur tout ce qui est tri et formation, là je préférais plutôt passer la parole donc à nos titulaires de chaire et puis aux responsables de la FST, puisque c'est finalement là-dessus qu'on va agir dans les prochaines années, c'est apprendre à nos jeunes chirurgiens à sortir de leur petit précaré pour faire soit du tri au déchocage, comme vous l'avez dit, soit des gestes hors spé, et c'est tout l'intérêt de cette formation spécialisée transversale pour lesquels je ne suis pas le plus compétent pour en parler, ça c'est vrai. Merci. Oui, alors une dernière question. Oui, j'ai trouvé votre présentation vraiment très intéressante. Je me suis posé une question parce que tous les matins en ce moment, je travaille à l'hôpital de la Rivoisière et on a une réunion des chefs de service sur le Covid-19 et le tri qu'on va faire aux urgences, dont vous parlez, le tri chirurgical, et ça m'a interpellé et je me demande si la confrontation de deux phénomènes vraiment importants, c'est-à-dire par exemple un attentat terroriste, chez notre population actuellement en France, qui, on va passer à l'échelon 3, on est préparé, et donc est-ce qu'il y a une réflexion sur l'intervention, donc dans tout ce que vous venez de parler, chez les patients qui sont probablement, ou peut-être pas, positifs au Covid-19? Oui, au Covid-19, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Pour le coup, je suis totalement incompétent dans le domaine. Je pense que, comme dit, on dit aucun plan de bataille ne supporte les 5 premières minutes de la bataille. Je pense que ça va être le cas si ça arrive. Mais là, j'ai vraiment aucun argumentaire sérieux et documenté à vous proposer. Voilà, juste pour faire un commentaire à monsieur. J'ai pu voir temps passé chez certains de nos anesthésistes, effectivement, une communication d'un journal anglo-saxon justement sur le traitement de l'air en cas de patient qui a un Covid. Donc a priori, il y a des gens qui y réfléchissent. Je ne sais pas d'un point de vue pratique comment on va le gérer. Moi aussi, pour avoir fait une expérience humanitaire, on s'était posé la question à un moment de l'accueil du patient avec Ebola, et clairement, on n'était pas en mesure de pouvoir le gérer parce que ça pose des questions de triage de malades, de positionnement, de traitement de l'air, du matériel, qui à mon avis vont poser de gros soucis, effectivement. Ceci dit, si on le prend en charge en damage control, on n'aura pas encore le test positif, normalement. C'est peut-être la seule chose qui peut... On l'apprendra a posteriori. Merci. Souhaitons que la sommation de ces catastrophes n'arrive pas, évidemment, mon cher collègue, parce que alors là, ce serait diabolique.